On dit oui, le président Ouattara, il est hyper... Ultra favori. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Pas dit que c'est pas normal. Oui, bien sûr, je n'ai pas dit ça. Mais puisque tout le processus, toutes les étapes ont été, on va dire finalement, il y a eu une communication entre tout le processus, pendant toutes les étapes du processus, de sorte qu'il soit le seul candidat, on va dire, qui soit éligible. Quand moi, je demeure convaincu que, par exemple, concernant la condamnation de Laurent Gbagbo, c'est une condamnation politique. De sorte que, et justement, eux également, comme ce sont des acteurs politiques qui, autour de qui tout doit tourner. Donc, quand ils n'ont pas de candidat, parce que justement, ils les connaissent, ils savent que ces gars-là, dès que Laurent Gbagbo n'est pas dans le processus, ils seront incapables de présenter quelqu'un d'autre. Et effectivement, c'est ce qu'ils font. Donc, à partir de ce moment, très bien, on va dire, moi je pense qu'il y a travaillé. Il y a travaillé totalement et il est. Mon ami juriste, puis politologue, Neton Tawa Prince, ne pouvait pas être si prudent face au jugement du Conseil constitutionnel, mais il dit que la candidature de Laurent Gbagbo est politique. Il est sans doute plus droit en droit que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est sans doute plus droit en droit que la Commission de l'ONU, qui toutes disent qu'il n'y a pas de problème de droit violé pour Laurent Gbagbo. Bon, si tu veux, sur les décisions de ces coups-là, surtout aussi sur l'ONU tout à l'heure, je pourrais t'apporter une autre lecture. Bon, ma lecture est claire. Au moins, la Cour africaine des droits de l'homme, la lecture est très claire. Aucun droit de Laurent Gbagbo n'a été violé. Moi, j'ai dit sur la décision de l'ONU. Alors, monsieur, on va avancer dans le débat, s'il vous plaît. On va pas faire une fixation sur ce point précisément. Non, comme il a dit, allez-y. J'insiste que quand on regarde la Cour africaine des droits de l'homme, quand on regarde la décision de l'ONU, aucun des droits de Laurent Gbagbo n'a été violé. Donc, il n'y a aucune condamnation politique. J'étais de ton avis, hein. Sur ce même plateau, moi, je suis très cohérent. Sur ce même plateau, jusqu'à pas longtemps, je disais, OK, sur Laurent Gbagbo, je reste prudent. Parce que je pensais, lui, qu'il y avait de quoi dire politique. Mais après, demande la Cour africaine des droits de l'homme, qui l'a lui-même saisi, se prononce. Et qu'ensuite, l'ONU le confirme. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Bon, on va passer là-dessus, voilà. C'est pas le sujet principal. Allez-y. Non, je reviens sur le fait que Alassane Ouattara soit ultra favori. Moi, depuis longtemps, je dirais qu'il était favori. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que même si Laurent Gbagbo et Tidjane Kambé allaient les battre, parce que je dis toujours, il a un bilan qui touche toutes ces régions du pays. Il a conservé ses bases du RHDP. Quand tu vois en Côte d'Ivoire de Bouaké, quand vous là-bas, c'est pour lui. Maintenant, dans vos régions, là, quand il ne vous bat pas, il lutte avec vous. Je vais donner des exemples multiples. On parle par exemple de la défaite de Avoussou au dernier régional. Ouais. Mais il a multiplié le score du RHDP par 2. Mais regardez à Daloa, comment Mamadou Touré a laminé Djemadi et Stéphane Kipré. Même s'il venait là. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je parle des gars du RHDP, je dis, mais bon, si moi on avait fait un geste politique là, c'était pour légitimer sa victoire. Parce que je ne voyais même pas comment ils allaient le battre. Voilà. Donc, dit qu'un parti politique va gagner au premier tour encore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, il suffit de regarder. Encore partant en 2010 aux élections. Mais le PDC était le parti qui avait le plus de députés, le RD était le parti qui avait le plus de maires, mais ils ont face à un parti présidentiel, comment c'était chaud. Alors qu'il y avait plus de députés, plus de maires, c'est aujourd'hui. Non, ils allaient, de toute façon, pour moi, ils allaient passer. C'est mon avis que le doute, le soupçon, voilà. il resterait là. Vous n'allez pas parler ensemble, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, surtout. Non, mais je reviens à vous, ne vous inquiétez pas. Il y a une ultra favori, et il y a des gens qui jouent, en fait, qui préparent 2030 après 2025. Qui prépare 2030 à travers 2025. Je pense à Saleh Timoko. Je pense que lui, s'il fait une très bonne campagne, un bon score, il est lancé. Jean-Louis Billon a ce même questionnement-là. Je le dis, pour lui, c'est quelque chose de fondamental, son score. S'il nous fait les 3% de KKB, c'est fini pour lui. Bon, c'est jamais fini. C'est plus compliqué pour lui. S'il réussit un bon score, Domelo aussi, tous ces candidats de gauche, hein, Domelo, Simone Gbagbo, Afinguessan, ils jouent quelque chose pour la vérité. Donc, ils ne viennent pas, ils ont un gros enjeu. Et finalement, pour tout ça, aujourd'hui, pour les Ivoiriens, il y a un gros enjeu sur cette élection-là. C'est le taux de participation, qui sera quelque chose qui va démontrer, qui va nous permettre de juger de la pertinence, de la légitimité de cette élection. Pour revenir maintenant à la question, oui, moi, je mets le sécurité en 1. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir, quand vous écoutez le discours, que ce soit du président de la République ou même des opposants, la question de la... Soit certains disent, pour Alassane Ouattara, ce qu'on a conservé depuis ces 15 ans, c'est la paix et on progresse sur la sécurité.
si vous écoutez les autres, ce qu'on ne doit pas mettre en danger, c'est la paix. Donc, paix et sécurité, c'est ce qu'on doit construire justement sur ces temps-là. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire dans les conférences que je fais, on doit montrer au monde qu'on est sorti de notre convalescence ou qu'on est encore plus malade dans cette condition. Deuxième enjeu, pour moi, c'est l'enjeu de la jeunesse. D'ailleurs, je reviens encore sur le discours du président de la République, il annonce sa candidature. Il dit c'est une candidature pour passer à nos générations. Donc, il sait très bien que la question de la jeunesse, que ce soit dans sa représentation politique, que ce soit dans la dynamique politique ou dans la réalité. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est 77% de la population, mais ce sont 17% qui sont aussi touchés à la fois par les plus grands succès de nos pays, mais en même temps par ses plus grandes difficultés. Et donc, c'est vers eux, pour moi, la question de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on sera très regardant sur les solutions qui seront apportées à la jeunesse, à ces sujets-là. Et puis, troisième truc, pour revenir à ce que je dis, pour moi, cette élection, c'est ce qu'on doit réussir entre aujourd'hui et le 30 octobre, c'est ce débat d'idées. En supposant que j'entends par débat d'idées les idées de ceux qui ont quelque chose à proposer pour les 5 années à venir. Je ne vous dis pas de fermer le journaux de trucs. Je dis, quand même, si on veut promouvoir un débat d'idées, je pense que la priorité doit être quand même accordée à ceux qui veulent proposer des choses pour les 5 années prochaines. Parce que, voilà, si on veut proposer la bagarre, je ne vois pas encore en partie. Bon, entendre tout le monde, c'est comme si la candidature du président était déjà retenue. Bon, Chantal Kambara, elle peut appliquer l'article 183 selon Bakongo et puis exclure le président Ouattara. C'est possible. S'il vous plaît. Voilà. Laissez c'est une possibilité. Ce n'est pas parce que l'année passée, ils ont validé la candidature du président que cette année, on doit valider les facteurs. Sinon, le Conseil constitutionnel aurait dû dire, bon, voici la liste provisoire, mais comme l'année passée, on a validé, mais voilà, donc sa candidature peut être rejetée. Aussi chimérique que ça semble, mais c'est une éventualité à ne pas exclure. L'autre élément, Monsieur André disait tout à l'heure, c'est vrai, hein, l'année passée, ou en 2020, en août, il y avait il y avait déjà des morts. La situation électorale... 2020, c'est cela. Voilà. Mais ce n'est pas l'arithmétique, hein. Ça peut couver et puis la déflagration peut être plus dangereuse. Voilà. Ça aussi, je l'ai dit. On ne le souhaite pas. Voilà. Ça peut être, non. Ici, on ne parle pas des souhaits. C'est oui, bien sûr, absolument. Voilà. Ça peut être encore plus dangereuse. Alors, au niveau des enjeux, c'est une élection qui, pour moi, si les candidatures de Laurent Gbagbo et de Thiam, de Guillaume Soro, avec tout ce qu'on a parcouru, ne sont pas retenues, c'est une élection qui sera marquée du sceau de l'exclusion. Ça, je demeure convaincu. Hein, ben voilà. Et là, ça va encore remettre en selle la fameuse question de la réconciliation qu'on a sur nos lèvres depuis quasiment 2000. Alors là encore, je vais rebondir sur cette question de favori. Oui, peut-être il est... je partage l'idée d'André pour dire, au premier tour, il n'y a pas de président qui n'a pas envie d'être légitime. Moi, je pense que si tel est que le parti au pouvoir était sûr de battre, mais ils allaient mettre les noms. Voilà. L'autre enjeu, c'est la posture de l'opposition. La posture, j'en avais parlé, je reviens dessus. Pour moi, le pouvoir, on ne peut plus fragiliser. L'opposition a une occasion en or, hein, selon moi. Parce qu'Alassane Ouattara est fragilisé. Bon, on parle de son bilan. Bon, la capitale n'est toujours pas à Yamoussoukro, mais on n'a pas 20 ministres, on a promis le plein emploi. La Côte d'Ivoire rivalise avec les pays du septentrion au niveau de la traversée, au niveau de la mer. On a promis des quartiers précaires ultra développés. On a vu ce qu'il est déguerpi. Le bilan, pour moi, il est... Je ne dis même pas qu'il est discutable. Le bilan du président ne parle pas totalement en sa faveur. Il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été accomplies. Ce qui joue en faveur du président, là je rejoins Guillaume, c'est l'opposition. Pourquoi j'ai dit le président Ouattara est fragilisé? Aujourd'hui, André a si bien dit tout à l'heure, il a parlé de l'Alliance de 2010. Le président Ouattara aujourd'hui et son parti ont tellement frustré tous les partis que personne ne peut s'allier à lui. Le président Bédié l'a aidé à être président en 2010, en 2015. Le président Bédié avait la possibilité de surfer sur les frustrations des militants de Gbagbo pour se présenter. Il a lancé l'appel d'encours en septembre 2014, espérant qu'il ait, je dirais, le tout en 2020. Le président Bédié a été frustré. On a vu lors de la désobéissance, sa villa a été encerclée. Bon, finalement, on voit ce que ça donne. Tidjane Thiam, lorsqu'il arrive, il veut se jouer les opposants angéliques. Il rappelle qu'ils sont fouettistes. Aujourd'hui, son discours est devenu très amer. Donc, personne n'a intérêt, M. Duncan, qui était RHDP de la tête aux pieds,
On sait. Donc, toutes les alliances que Ouattara noue avec ses partenaires, tout le monde sort amer. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez sur tous les plateaux, partout où ils passent, ils ne font que lancer l'appel au PDCI. C'est une occasion. Deuxième élément, en plus de son bilan, qui pour moi n'est pas aussi éloquent qu'on parle, en plus du fait qu'il ne peut plus avoir d'alliés, il a la question Guillaume Soro. Guillaume Soro, bon, moi personnellement, je ne peux pas conseiller la prise d'âme qu'il a faite, mais il demeure un acteur majeur dans l'accession du président Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président Ouattara effectue une visite d'État en septembre 2013 à Féké, devant tout le monde. Il salue Guillaume Soro. Il dit, je rends hommage à Soro parce qu'il a eu le courage. Là où nous, on voulait emprunter un chemin plus long, il nous a aidés à aller plus vite. Mais Guillaume Soro, en plus, si on veut surfer sur les contingents ethno- ou géopolitiques, mais Guillaume Soro, aujourd'hui, il a quand même ce petit poids-là. Donc, Guillaume Soro n'est plus avec Ouattara. Bédier n'est plus avec Ouattara. Tidia Thiam, qui voulait se jouer les ouvretistes, n'est plus avec Ouattara. Le bilan de Ouattara même, il ne parle pas totalement en faveur de lui. L'opposition a une occasion. C'est en cela que si Laurent Gbagbo et Thiam saisissent cette pelle, c'est vrai, moi je dénonce toujours le fait qu'on les ait rejetés, pour voir entre eux. Parce que si l'opposition est unie, mais pour moi, la campagne est dans les unes. On parle de la CEI. Ceux qui veulent nous contredire, la CEI, la liste. C'est vrai que la liste électorale n'est pas auditée, mais si aujourd'hui, par miracle, le président Ouattara met le nom de Thiam Gbagbo, mais ils vont compétir. Ils vont aller aux élections. Donc il serait intéressant de surfer dessus. Donc pour moi, les grands enjeux, je résume, la réconciliation prend un coup avec l'exclusion de Laurent Gbagbo et de Thiam, mais ils peuvent rebondir pour mettre la nation. Parce que s'ils estiment que les Ivoiriens souffrent, s'ils estiment... le dernier communiqué du PPACI, du comité central, parle de plus de, je crois, 113 détenus. Que gagne-t-on? Ce n'est pas avec le boycott que ces 113 détenus vont sortir. On ne dit pas que s'ils participent, ils gagnent, mais en peut-être boostant un candidat, ils ont la possibilité de rompre avec ce système qu'ils dénoncent. Moi, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Après les élections de 2010, j'étais à l'université de Toulouse, et puis il y avait une conférence qui se disait sur la Côte d'Ivoire par rapport à la situation qui a prévalu. Et la démonstration qui était faite était la suivante. Au premier tour, le président Ouattara a eu tel pourcentage, le président Bédier a eu tel pourcentage et le président Gbagbo a eu tel pourcentage. Lorsqu'on associe le pourcentage du président Bédier et celui du président Ouattara, ils battent le président Gbagbo. Mais c'est des calculs arithmétiques, mathématiques qui prouvent. Et ça montre la chose. J'ai simplement dit que les votes en Afrique ne sont pas forcément mathématiques, ils peuvent être sociologiques. Comme partout dans le monde. Et je reviens avec ce même chiffre-là pour dire, si tel est qu'on a accepté le principe de ce que 1 plus 1 ont pu battre celui qui est resté 1, c'est qu'aujourd'hui, le président Gbagbo et le président Afi, non pas Afi, le président Bédier, le PDCI et le PPACI, s'alliant mathématiquement, pourraient aussi, si on va dans ce même sens, parce que c'est ce qui a été démontré, eux aussi ils peuvent battre. Très bien. Adiolo Christian. Merci Ali de me passer la parole. Bon, moi je voulais dire que Gbagbo Laurent avait une longue expérience politique. De 1980 jusqu'à son accession au pouvoir, il était député. Mais son manque de gestion et son manque d'expérience dans la gestion lui a causé un tort considérable lorsqu'il accède au pouvoir. On a vu comment est-ce que sa gestion de 2000 à 2010 a été difficile. Laurent Gbagbo lui-même, je pense qu'aujourd'hui, si par magie, il devait revenir au pouvoir, il y a des choses qu'il ferait différemment. Dans son projet de société, il nous disait que nous allons développer notre système de défense nationale. C'était inscrit noir sur blanc dans son projet de société. Lorsqu'il arrive au pouvoir, est-ce que c'est ce qu'il a fait? En lieu et place de ça, on nous a servi une rébellion qu'il a été incapable de mater. Quand on parle, les gens disent que non, mais c'est la rébellion qui nous a attaqués. Mais qui a prêté serment lorsqu'on est président de la République? C'est le président de la République qui prête serment. Et quand il prête le serment, il a le devoir de défendre l'intégrité territoriale, quel que soit celui qui vient vous attaquer. C'est ça le sens du serment qu'on prête. Donc, son manque de gestion dans sa carrière politique
lui a valu des torts et je pense qu'aujourd'hui, lui-même, il le regrette. Ça, c'est le premier cas que je voulais énoncer. Revenant au débat, est-ce que le RHDP peut gagner au premier tour ou ne peut pas gagner au premier tour? Mais je pense que c'est Atu qui a relevé des indices. Lorsque nous étions encore dans l'opposition, je veux dire, lorsque le RHDP n'était pas encore au pouvoir, à l'époque c'était le RDR, mais les élections qui se sont déroulées après les élections de 2000, mais je pense que le RDR, encore dans l'opposition, a conquis quand même des bastions considérables. Même est allé dans des bastions du FPI, Gagnoa, Soubré, San Pedro et même Daloa, conquérir des bastions. Donc, je l'ai dit une fois sur un plateau, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir. Ou, en termes de baromètre électoral, on a vu qu'ils ont conquéri des régions qui étaient des régions destinées à l'opposition. Tout l'Ouest montagneux aujourd'hui, ils ont conquis. Le Haut-Sassandra, le Bas-Sassandra, ils ont conquis toutes ces régions. Le Sud-Komoué, ils ont conquis toutes ces régions. Mais écoutez, ce n'est pas quand même de la magie. Ce n'est pas quand même de la magie. Tu as parlé de magie pour le président Gbagbo. Comment pas un coup de bâton magique aux élections de 2025. On ne fait pas magie, on ne fait pas magie. S'il vous plaît. Ils ne pourront pas, que le RHDP ne pourra pas remporter l'élection. Attention, les élections locales et les élections générales sont différentes. Donc, de façon arithmétique, quand on dit non, si on devrait s'en tenir à ça, Alassane Ouattara ne serait jamais président de la Côte d'Ivoire. Parce que en 2010, le RDR n'était pas majoritaire dans les communes et à l'Assemblée nationale. Si on devrait s'en tenir à cela, Diomaye Faye et Bassirou Faye ne serait pas aujourd'hui le couple présidentiel au Sénégal. Les enjeux locaux sont totalement différents des enjeux d'ordre national. Donc, faire ce calcul arithmétique selon lequel, le RHDP... Attendez, s'il vous plaît, quand quelqu'un a la parole, évitez de parler en bas, s'il vous plaît. C'est désagréable pour nos téléspectateurs. C'est une technique d'arture Laissez-le terminer. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'attaque personnelle. Là. André Silver, poursuivez, s'il vous plaît. Et donc... les téléspectateurs s'en plaignent régulièrement. Oui, les enjeux locaux sont totalement différents. Il y a les équations personnelles. Par exemple, quand vous prenez dans le Haut-Sassandra, Mamadou Touré, qui a un ancrage local, a vraiment pesé sur l'élection, de sorte qu'il a remporté la mise face à Djedje Madi et Stéphane Tchipré. Stéphane Tchipré qui n'était pas trop présent sur le terrain, Djedje Madi qui était un peu dans l'usure du temps. Donc, ce sont pas forcément, ce sont des indicateurs, certes, qui montrent la vitalité d'un parti politique, mais qui ne déterminent pas de ce que, à l'élection présidentielle, le candidat est gagnant. Sinon, dans le monde, je vous assure, les partis présidentiels sont généralement majoritaires, il n'y aurait jamais d'alternance. Donc ça, je m'inscris totalement en faux. Concernant donc le fait que le RHDP, oui, moi je suis de ceux qui disent que le président Alassane Ouattara a un bon bilan. Moi je le dis, et je le dis toujours, son bilan macroéconomique est irréprochable. Les agrégats macroéconomiques sont au vert. Mais moi, j'aimerais vraiment, pour cette élection, que le RHDP me séduise encore. Parce que, qu'est-ce que le RHDP propose de nouveau? Qu'est-ce que le candidat Alassane Ouattara va proposer de nouveau? Pour l'instant, je ne vois pas. Je souhaite vraiment que le RHDP vienne avec quelque chose comme si il n'y avait rien du tout en partant ex nihilo, comme s'il n'y avait rien du tout, et qu'on retrouve le Alassane Ouattara de 2010 qui nous a dit « Donnez-moi 5 ans, je transforme ce pays et autres ». Mais aujourd'hui, il y a donc les agrégats macroéconomiques qui sont en place, les indicateurs microéconomiques sont encore à améliorer, mais j'aimerais que le RHDP me fasse rêver pour 2025 à 2030. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu.